Le vouloir n'est pas une causalité première, c'est-à-dire libre, puisque l'être qui veut n'est pas issu de son propre vouloir. Le vouloir n'est pas non plus une causalité partiellement libre. Liberté finie, ce terme appelé de nos jours à une si grande fortune, indique un problème plutôt qu'il ne le résout. En quel endroit, en effet, une liberté, toujours déterminante, peut rencontrer une limite, c'est-à-dire une détermination quelconque. Et cependant, la volonté constitue un être personnel. Nous allons la caractériser par la séparation. La volonté, c'est l'existence d'un être séparé de la totalité. La séparation que la volonté exprime ne coïncide pas avec la séparation spatiale. La séparation à l'égard d'un tout, c'est le fait que l'être humain est chez soi. Le rapport avec soi-même, qui se décrit par le terme de chez soi, n'est pas une abstraction, mais le fait concret de l'habitation. Je voudrais tenter en effet une phénoménologie de l'habitation. La réalité habitée, c'est qu'on se constitue certes pour ma pensée, c'est-à-dire a un sens pour ma pensée, mais elle déborde ce sens, non pas comme un noyau absolument obscur. Il se passe autre chose. Au sein de la constitution, le constitué devient condition et nourriture du constituant. Comme si la pensée constituante, dans le jeu libre de la constitution, se piquait à ce jeu. Le monde où je vis ne fait pas simplement vis-à-vis à la pensée et à sa liberté constituante, il la conditionne. Il n'est pas contemporain, mais antérieur. L'intentionnalité qui vise l'extérieur change d'orientation dans sa visée même et devient intérieure à l'extériorité qu'elle vise. Ce n'est pas qu'un contenu inconcevable, inconvertible en sens de pensée, ferait brusquement apparition et compromettrait l'universalité de la méthode transcendantale. Un mouvement radicalement différent de celui de la pensée se manifeste quand la constitution par la pensée se trouve une condition dans ce qu'il constitue. Ce revirement de la représentation en habitation marque un rapport avec l'être qu'il est précisément impossible de caractériser par la conscience de, et qui, au lieu de se résumer en extase, en transcendance, est une intériorisation, une rentrée dans. C'est là la profonde intuition de Descartes, quand il refuse aux données sensibles la possibilité d'être élevé en idées claires et distinctes, et quand il les range dans la catégorie de l'utile. C'est là sa supériorité sur la phénoménologie husserlienne qui ne voit pas de limite à la noématisation. Le lieu qui est habité, la maison qui abrite, ne limite pas une volonté comme l'autre qui heurte le même. Le lieu n'est pas un obstacle assumé par une volonté flottant en quelque manière dans l'air. En aucune façon, il n'est ustensile. Il est déjà supposé par toute entreprise, par toute acceptation, par tout refus. Même l'étrangeté hallucinante d'un monde hostile, où le moi semble se défaire, repose sur cette sécurité et ce repos. Les horizons de l'habitation contiennent toute révolte. Contre la vie, c'est dans la vie que nous cherchons refuge.
Le chez-soi, la volonté, est le rapport le plus direct de soi à soi, antérieur à la réflexion de soi sur soi, antérieur au fameux pour soi par lequel on veut saisir l'homme. La volonté humaine est économique au sens étymologique de ce terme. Elle est une loi domestique. La volonté ne se trouve donc pas délaissée dans le monde au sens heideggérien du terme. Elle n'est pas geworfen. À la description de la Geworfenheit, il s'agit d'opposer celle de la sécurité de la créature, où la négativité de l'humain se situe déjà au sein d'une bénédiction. Nous en venons à l'idée du bonheur. Satisfaction et contentement. Il semble de prime abord que le bonheur comble un vide préalablement creusé. Il constitue en réalité l'existence d'un être qui, dans un tout qui semble l'absorber, demeure strictement lui-même par l'unicité de sa jouissance. Cette bonne heure, et nous ne jouons pas sur les mots, car nous montrerons tout de suite le rapport entre volonté et temps, et ce par quoi un être qui de l'extérieur s'absorbe dans un tout existe à partir de lui-même. Le bonheur est un principe d'individuation. La philosophie moderne a placé le bonheur dans l'ordre de la nature, que l'on pense au début des fondements de la métaphysique des mœurs. En fait, le bonheur marque dans l'existence comme un surplus d'existence, impensable en catégorie de la nature. Là réside la profondeur de la remarque aristotélicienne sur le surplus et la gratuité du plaisir. Être heureux, ce n'est pas exister pleinement, sans besoin, mais avoir satisfait à ce besoin. L'indigence de besoin est source de richesse imprévue. Il y a là autre chose que le souci de l'être de persévérer dans son être. Il y a là une identité intérieure par la jouissance, bien distincte de l'identité de l'atome et du todéti. Le bonheur ouvre comme la dimension même de l'intériorité. Il y a dans la volonté du bonheur autre chose que la zorgue préoccupée d'être. L'homme, peut-on dire contrairement à Heidegger, est un être qui ne se soucie pas de son être. Il est jeunesse et insouciance qui ne représentent pas simplement une fuite devant l'essentiel, mais la valeur de la vie humaine. Le vouloir n'est pas vouloir d'être, mais vouloir de choses qui donnent un prix à cet exister nu. De l'exister s'occupe l'instinct, mais du bonheur, la volonté. Et les volontés de contenu, réduits à la pure existence, comme l'existence des ombres qu'aux enfers visite Ulysse, l'être ne peut plus stimuler la volonté. Par le chez-soi et le bonheur, l'être dans le tout est essentiellement séparé du tout. Mais réfugié chez soi par la jouissance même de son bonheur, il ne connaît certes qu'une sécurité et une indépendance précaires. La mort est l'extériorité par excellence, contre laquelle la volonté n'est pas prémunie. La mort est l'extériorité par excellence, car elle ne s'assume pas. Toute menace en appelle à une attitude, et devant toute menace, la passivité de l'être qui s'y expose se mue en activité du pouvoir. Mais sur la mort, on ne peut pouvoir. La mort naturelle, mieux que la violente, montre l'illusion d'une volonté incapable de dominer la puissance étrangère qui l'envahit. La mort est la violence par excellence et la violence inévitable. Et vue à partir de cette mort, ou dans l'éternité, la volonté qui habite le monde n'est qu'un objet, entre autres, produit de la terre, retournant à la terre. La volonté séparée et heureuse n'est pas une liberté finie, elle est virtuellement une liberté nulle. Mais la mort n'est pas pour tout de suite. Et entre-temps, le monde humain existe. Vouloir, c'est exister à distance de la mort, et c'est pourquoi le vouloir est à la fois liberté et non-liberté. Elle l'est
simultanément. Elle l'est dans l'équivoque fondamental du contre la mort et du pour la mort de chaque instant. Pour la mort, où l'on perd l'exister, contre la mort, où l'on a le temps de faire des choses. Vouloir, c'est avoir du temps. Vous voyez, c'est 12 minutes.